Ce soir, dans notre cours de littérature, Patrick Besson va nous parler de Pouchkine. Patrick Besson, qui, avec son dernier roman, Saint-Sépulcre, vient chasser sur les terres du roman historique avec une cavalcade dans le Paris du Moyen-Âge jusqu'au Jérusalem des Croisades. Alors on pourrait se demander, qu'est-ce qui fascine Patrick Besson à ce point dans Pouchkine? Est-ce que c'est le drame historique, Boris Godunov, ou bien le destin romanesque de Pouchkine, mort en duel à Saint-Pétersbourg? Peut-être qu'on aura dans ce cours de littérature le début d'une réponse. Oui, alors la mort en duel à Saint-Pétersbourg, c'est un accident, ça participe très peu de la vie de Pouchkine. La plupart du temps, quand il allait au duel, d'ailleurs, il y allait avec des cerises. Et quand qu'on lui tirait dessus, il crachait le noyau de cerise. Bon, il y a une chose fantastique concernant Pouchkine, c'est que sous Pierre le Grand, un petit prince abyssin a été offert au tsar. C'était le seul noir de Russie. Il n'y en a pas eu d'autres pendant très longtemps. Et de cet unique immigré, à la 3e génération, est né le plus grand poète russe et peut-être le plus grand poète de tous les temps. Alors, une fois, j'étais à Mikhailovskoye, qui est un petit village où Pouchkine a été exilé à cause de ses activités politiques. Il était ce qu'on appelait à l'époque un libéral, c'est-à-dire la gauche, on va dire, les démocrates. Il était franc-maçon aussi. Et j'ai visité sa maison, elle n'était pas ouverte aux touristes. Et j'ouvre une porte et je tombe sur Pouchkine. Mais exactement lui, c'est-à-dire son visage, son regard, ses favoris, comme ça, ses cheveux un peu crépus, son teint. Alors il me regarde, il voit bien que je le reconnais. Et je vois qu'il voit que je le reconnais. Et alors après, je suis allé voir ma guide, je lui ai dit, il y a Pouchkine là. C'est bizarre. Elle m'a dit, non. C'est un de ses très nombreux descendants. Parce que pendant qu'il était justement en exil à Mikhailovskoye, il a, je dirais, forniqué avec à peu près tout le monde, puisqu'il est quand même très très porté là-dessus. L'un de ses poètes favoris, c'était Parny. C'était un poète libertin du XVIIIe siècle. Et ainsi, j'ai vu Pouchkine. Mais j'ai remarqué qu'on voyait toujours une fois dans sa vie le héros d'un roman qu'on avait écrit. L'un des événements les plus importants de la littérature mondiale, ça a été quand même le don qu'a fait Pouchkine du sujet du révisor et des âmes mortes à Gogol. Parce qu'il avait une vie très agitée, il était très menacé dans sa vie privée, il avait des problèmes énormes avec et le pouvoir auquel il s'était pourtant rallié et la critique, et donc il n'avait plus du tout la concentration nécessaire pour traiter ces deux sujets qu'il avait trouvés lui. Et un jour, il a dit à Gogol, écoute, ils étaient très amis, enfin lui, Gogol a 10 ans de moins que Pouchkine, il a dit que moi j'y arrive pas, j'ai pas le temps, je suis crevé, je te donne ces deux sujets. Et Gogol est parti comme un voleur, ce voleur qu'il était d'ailleurs. Il a tout piqué à tout le monde. C'est le propre des très grands artistes du reste. Et le surlendemain, Pouchkine a fait une lettre à Gogol pour lui dire écoutez, non. Finalement, ce sont deux trop bons sujets, je ne veux pas vous les laisser. Et là, Gogol lui a fait une lettre pour lui dire qu'il gardait les sujets quand même. Donc, à savoir, sans Pouchkine, on n'aurait pas toute l'étendue poétique que peut avoir la poésie russe, même encore aujourd'hui. Mais en plus, on n'aurait pas les âmes mortes écrites par Gogol et on n'aurait pas le révisor écrit par Gogol. C'est-à-dire, en gros, l'un des plus beaux romans du monde et la meilleure pièce de théâtre du monde, sans doute. Donc, il y a ça chez Pouchkine, il y a l'histoire et puis il y a aussi la générosité. Je pense que c'est un cas unique dans l'histoire d'un tel don. Bizarrement, Pouchkine est resté surtout célèbre, notamment en France, pour son duel. Il y avait un officier français, un émigré, qui tournait autour de sa femme et qui s'appelait Edmond Dantès. Et c'était le fils adoptif du baron Eckeren, qui était l'un des plus grands ennemis de Pouchkine. C'est pour ça qu'on a cru à un complot. Et en fait, pour Alexandre Dumas, la victime du duel, ça a été Dantès. À savoir que pour lui, c'est l'histoire d'un jeune officier alsacien qui est pris dans un complot moscovite contre la France, les intérêts français, les émigrés français, et qu'il a en fait été manipulé et par les Russes et par cette espèce de fou furieux, c'est vrai, qui était Pouchkine, quoi. Et donc c'est pour ça qu'Alexandre Dumas a appelé Edmond Dantès dans le comte de Monte Cristo, alors que pour les Russes, c'est un nom totalement maudit. Ça vous donne bien la différence d'interprétation qu'on peut avoir sur le même événement historique selon qu'on se place d'un côté ou de l'autre des événements. Alors Bulgakov a écrit une pièce sur le duel qui s'appelait La mort de Pouchkine. Et ça se passait rue de la Rivière Noire. C'était un jour de février, je crois.
Et Pouchkine a agonisé pendant 2 jours et 2 nuits dans des souffrances absolument terribles. Je suis allé voir à ce qui était Leningrad et à ce qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg, le divan sur lequel il a agonisé et la position à laquelle il a agonisé, il avait toute sa bibliothèque, tous les livres qui sont encore là d'ailleurs et qu'on peut voir, qu'il a regardé pendant les 2 jours où il a souffert atrocement. Et il est mort, on peut dire, on appellerait ça aujourd'hui un best-seller, hein. Il était immensément connu, il est mort, il avait 750 francs sur lui sans compter les dettes. Et voilà. C'est la fin d'un poète. Bon, très bien. Et moi, je trouve toujours bien qu'on rappelle ses origines, comme tu disais, éthiopiennes. Hein. On les oublie. C'est une rencontre.